Peut-être pour commencer, on pourrait préciser le fait que dans toutes les sociétés, il y a des inégalités, mais toutes les inégalités ne conduisent pas nécessairement à un conflit. Donc il faut voir aussi qu'il y a des sociétés en fait, qui sont extrêmement efficaces en fait, dans la gestion des inégalités au sein de la société. Ça, c'est un premier point. Par contre, deuxième point, il est vrai que dans la littérature sur les causes des conflits, les inégalités sont ressorties comme un facteur potentiel de conflit. Alors, de quoi on parle quand on parle d'inégalité ? Dans le chapitre, on a pris la définition d'inégalité horizontale, telle que l'a présentée en fait Frances Stewart. Et de quoi elle parle en fait quand elle parle d'inégalité horizontale? Donc c'est des inégalités entre groupes. Les groupes peuvent s'opposer sur des questions, sur des lignes de fracture identitaire, culturelle, ethnique, religieuse ou même géographique. Mais la raison pour laquelle ces groupes vont s'opposer, ce n'est pas tant par rapport à ces points ou ces attributs identitaires, mais par rapport à des inégalités entre les groupes. D'où la notion d'inégalité horizontale. Et souvent, on distingue en fait plusieurs dimensions aux inégalités horizontales. La dimension politique, la dimension sociale et évidemment la dimension économique. Donc pour donner un exemple, par exemple, une inégalité sur la dimension politique, ça pourrait être un accès en fait différencié des groupes sociaux à la représentation politique, au poste de gouvernement, ou autre exemple, par exemple, une représentation en fait différente des groupes sociaux dans les forces de sécurité du pays. Donc ça c'est un peu une définition de base de la notion d'inégalité. Alors quand est-ce que ces questions d'inégalité conduisent au conflit ? Encore une fois, il n'y a pas de relation mécanique, mais on peut mettre en avant que plus les inégalités sont constantes, plus elles sont graves ou profondes, et éventuellement si elles augmentent dans le temps, plus il y a de chances effectivement que ça puisse mener au conflit. Cela étant, il faut aussi voir que les inégalités en soi, ça ne suffit pas. Il faut que les inégalités se transforment éventuellement en revendications politiques. Donc on parle souvent de la notion de grief. Il faut que les groupes sociaux se mobilisent en fait, autour de ces inégalités de manière à faire valoir leurs droits. Et parfois, ça nécessite en fait, un entrepreneur identitaire ou un leader politique de manière à mobiliser en fait, le groupe autour de ces inégalités. Alors pour faire le lien aussi sur les questions de développement, qu'est-ce que ça nous indique en fait cette idée d'inégalité ? Eh bien tout simplement, ça nous induit en fait à penser le développement pas uniquement comme un développement économique en termes de croissance économique, mais aussi à prendre une notion de justice sociale, d'équité et de redistribution au sein de la société. Le développement n'est jamais neutre et façonne dans bien des manières les sociétés bénéficiaires. Il façonne les dynamiques économiques, les dynamiques politiques et évidemment les dynamiques de conflit. Pour penser la manière dont l'aide au développement impacte les dynamiques de conflit, il y a 3 mécanismes que l'on peut identifier. L'aide peut façonner les inégalités horizontales, l'aide peut façonner l'économie de conflit et elle peut également façonner le contrat social. Si l'aide façonne de manière négative les inégalités horizontales, dans la mesure où l'aide creuse les inégalités existantes dans une société ou en crée de nouvelles, éventuellement selon les contextes, alors l'aide peut effectivement devenir une entrave à la résolution d'un conflit. Pour donner un exemple sur une dimension politique des inégalités horizontales, on peut penser au rôle de l'aide internationale dans le soutien à la réforme du secteur de la sécurité en Palestine. Pour des raisons historiques, le secteur de la sécurité palestinien est fortement dominé par le groupe politique Fatah. Et dans un contexte en fait, de division interpalestinienne post-2006, les bailleurs occidentaux ont donc mis un effort important en vue de réformer ces forces de sécurité-là.
mais ce faisant, en fait, ils ont contribué à pérenniser cette surreprésentation du Fatah dans les forces de sécurité palestiniennes, dans la mesure où ils excluent de manière systématique et volontaire les membres affiliés au Hamas, donc à la mouvance islamiste politique, qui est jugée terroriste en fait par les États-Unis et Israël, et l'Union européenne également. Pour ce qui est de l'économie de conflit, donc c'est l'idée selon laquelle les motivations individuelles sont une cause de conflit. Donc là encore, en fait, si l'aide internationale modifie en fait les rapports économiques ou si l'aide internationale change l'économie de conflit, elle peut affecter ou entraver la résolution des conflits. Donc pour donner un exemple, au Soudan, certains auteurs ont mis en avant que l'aide internationale a permis de maintenir un certain revenu au gouvernement central, ce qui a donc permis au gouvernement de continuer ses activités militaires. Et dans d'autres situations, également au Soudan, mais dans d'autres situations également, l'aide alimentaire a souvent été captée par les groupes rebelles de manière à alimenter, à nourrir les troupes armées. En termes du mécanisme du contrat social, donc c'est l'idée qu'il y a un contrat liant la société et le gouvernement, l'autorité du gouvernement étant acceptée sous certaines conditions, donc s'il délivre un certain niveau de bien-être économique. Alors là, on parle plutôt d'un conflit vertical, donc de la société à l'encontre du gouvernement. Et dans bien des cas, en fait, l'aide internationale on a reproché en fait que l'aide ne contribue pas nécessairement à renforcer le contrat social, et parfois l'aide contribue éventuellement à affaiblir les institutions. En Afghanistan, par exemple, les ONG ont été critiquées dans la mesure où, du fait de leur présence importante, mais aussi sur un long terme, ont pris en charge en fait des responsabilités qui appartiennent à l'État, comme l'éducation et la santé. Et donc, dans cette dynamique-là, l'aide internationale fragilise l'État et donc fragilise le contrat social, ce qui potentiellement pourrait nuire en fait à une résolution d'un conflit dans un cas où il y a une opposition entre la société et le gouvernement. Donc 3 mécanismes au travers desquels l'aide entrave la résolution de conflits: les inégalités horizontales, l'économie de conflit et le contrat social. La question de l'ordre dans lequel intervenir dans les situations de conflit, à savoir est-ce qu'on met d'abord en œuvre un processus de paix avant de faire du développement ou l'inverse, évidemment c'est quelque chose qui se pose beaucoup en termes de gestion des conflits. Mais ça aussi, la manière dont on pense les liens entre l'un et l'autre a beaucoup évolué dans le temps. Dans un contexte post-guerre froide, on avait tendance à penser que la sécurité, les accords de paix étaient nécessaires, c'était un préalable avant même de pouvoir mettre en œuvre des programmes de développement. Cette logique a du sens dans une certaine mesure, dans la mesure où, effectivement, dans les situations instables que sont les conflits, il est parfois extrêmement difficile de mettre en œuvre des programmes de développement. Et puis, de manière générale, les bailleurs, en termes d'efficacité d'aide, sont un peu frileux à l'idée d'investir dans des zones de conflit, dans la mesure où les investissements peuvent être détruits du fait du conflit. Donc c'est par exemple le cas de l'aéroport de Gaza, qui a été financé par des pays européens et détruit par l'armée israélienne au début de la seconde intifada. Cela étant, à partir du milieu des années 90, la question de l'ordre dans lequel intervenir a été posée de manière un peu différente, dans la mesure où on s'est rendu compte que ce n'est pas parce qu'on a un accord de paix que le retour à la violence n'est pas envisageable. Pourquoi ? Parce que l'accord de paix ne veut pas nécessairement dire que les causes profondes de conflits ont été réglées, d'où l'intérêt en fait de faire intervenir le développement en même temps, voire même avant, afin de régler les problèmes de développement, de régler les problèmes d'inégalité horizontale, mais aussi de fournir des moyens économiques, des opportunités économiques autres que celles issues de la guerre, donc par exemple de démobiliser des enfants soldats avec une économie légale.
Donc progressivement, en fait, on a eu tendance à penser le développement comme étant nécessaire à la résolution des conflits, si bien que le développement en fait trouve aujourd'hui sa place en prévention des conflits, en construction de la paix, mais aussi en consolidation de la paix. Et aujourd'hui, en fait, sécurité et développement, ou développement et paix, sont pensés de manière indissociable, si bien que Kofi Annan, en 2005, déclare qu'il n'y a pas de sécurité sans développement et pas de développement sans sécurité. Donc je pense qu'il faut penser en fait développement et sécurité ou développement et paix comme des processus indissociables. Il est peut-être plus pertinent en fait de penser les liens entre les deux plutôt que de s'interroger sur qui viendrait avant. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en fait dans ce chapitre-là. Il y a beaucoup de pistes de recherche encore à développer dans les liens entre sécurité et développement. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure de la question des inégalités et des différentes dimensions de l'inégalité, il n'est pas vraiment clair encore aujourd'hui de savoir quel type de dimension conduit à plus de conflits que d'autres. Donc est-ce que ce serait par exemple des inégalités sur la dimension la dimension politique qui entraîne plus de conflits par rapport à des inégalités sur la dimension économique, sachant que les trois dimensions se nourrissent elles-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore assez peu, en tout cas à ma connaissance, exploré dans la recherche de manière systématique. Puis, autre sujet d'intérêt, qui est d'ailleurs extrêmement d'actualité dans une perspective post-2015 des objectifs du millénaire pour le développement, dans la mesure en fait où l'agenda post-2015 des OMD introduit comme changement important le fait d'introduire en fait la consolidation de la paix comme objectif de développement. Donc là, on revient au lien entre sécurité et développement, et ça, il y a énormément de travail à faire sur le fait de penser les liens entre les deux, dans la mesure où ils sont effectivement complexes et multiformes.